Buonasera. Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis vraiment très heureux de vous donner la bienvenue ce soir pour la dernière conférence au Palais Farnèse de notre cycle d'automne de débats consacré aux défis de la transition démographique. Ce cycle avait commencé au mois de septembre avec 14 rendez-vous disséminés en Italie en collaboration avec différentes universités. On s'est penché sur les nombreuses facettes d'un sujet central pour l'avenir de nos pays et pour l'avenir de l'Europe, mais également du monde. Concernant donc les conséquences que cela présente sur tous les aspects de notre société, éducation, travail, emploi, santé, l'évolution démographique et ses défis, vous le savez très bien si vous avez suivi nos rencontres, sont particulièrement actuels cette année. Pour la France, 2025 est l'année du tournant démographique. Pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, la France enregistre plus de décès que de naissances. L'Italie, quant à elle, connaît cette situation depuis quelque temps déjà. L'Europe tout entière est en train de connaître une transformation démographique très profonde. Nous en avons déjà parlé. Nous avons déjà abordé donc ces différents problèmes lors des rencontres précédentes. Vieillissement de la population et faible natalité. De nouveaux modes de vie, le rôle des migrations, les inégalités territoriales, la redéfinition de l'État-providence et de l'économie. Face à ces dynamiques, la question démographique devient elle-même un défi démocratique. Comment garantir la cohésion, la représentation et les droits dans des sociétés qui changent aussi profondément? C'est bien la question sur laquelle nous allons nous pencher ce soir pour analyser le lien étroit qui existe entre démographie, démocratie et droit. J'ai le grand plaisir d'accueillir ce soir deux spécialistes éminents que je remercie sincèrement de leur présence. Anne Goujon, démographe française qui travaille en Autriche, chercheuse à l'Institut démographique de Vienne, directrice du programme Population et Société Juste, Population and Just Societies, à l'Institut international pour l'analyse appliquée des systèmes en Luxembourg. Je la remercie parce qu'elle nous offrira aussi un point de vue européen. Le professeur Alessandro Rosine est professeur de démographie à l'Université catholique du Sacré-Cœur à Milan, auteur de nombreux ouvrages. Il s'est penché sur le sujet du lien entre démographie et démographie. Il a attiré l'attention sur les problèmes que pose la place qu'on réserve aux jeunes. Je tiens à remercier également de tout mon cœur la modératrice Valentina Conti de la rédaction du journal La République. En outre, je voudrais remercier notre partenaire Edison, dont le soutien précieux nous a permis d'organiser ce cycle de rencontres. Ce soir, nous allons parler, entre autres, de la nécessité d'élargir le rôle des jeunes dans une société où leur présence et leur poids ne fait que diminuer. Je tiens à saluer tout particulièrement tous les étudiants présents provenant de différentes universités, ainsi que les associations estudiantines Iris de l'Université La Sapienza, Marianne, All Around et ASP.
ASP de Louis, ainsi que la MSEOI, association présente dans de nombreuses universités italiennes. Votre participation et la participation du public nous permettra d'avoir un échange riche et stimulant avec un échange de questions-réponses à la fin de la conférence. Je signale enfin que le dernier rendez-vous de notre cycle se tiendra mardi 18 novembre, justement à l'Université Louis. On abordera un sujet passionnant, géopolitique et démographie. Comment le pouvoir des États change-t-il? Je vous souhaite donc un bon dialogue, un échange profitable. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Je suis Valentina Conte, journaliste à La Repubblica. Tout d'abord, je tiens à remercier l'ambassade de France pour m'avoir invité et pour me fournir l'opportunité de discuter d'un sujet crucial pour l'Italie, pour la France et pour toute l'Europe. Parler de démographie et surtout pourquoi parler également de démocratie. Quels sont les défis que cela pose à nos pays? Les sociétés européennes vieillissent. Ce n'est pas une nouveauté. En France, cette année, il y a eu pour la première fois plus de décès que de naissances. En Italie, malheureusement, nous connaissons cette situation depuis quelques années. La dénatalité en Occident devient un phénomène structurel. Les migrations mettent à rude épreuve les économies et notre État-providence, et les inégalités se creusent. Aujourd'hui, nous allons en parler avec deux spécialistes, Madame Goujon et le professeur Rosina. Je voudrais tout d'abord poser une première question que j'adresse aux deux panélistes. Une question qui est au cœur de notre échange. Quel est le lien entre la démographie et la démocratie? Pourquoi il faut en parler? Pourquoi il est important de faire un lien entre les deux? Je vais commencer par Anne, peut-être. Et merci aussi pour cette invitation à participer à ce débat. Bon, tout à fait, il y a un lien. Et je pense qu'aujourd'hui, la démographie nous montre le chemin de la résilience. C'est-à-dire qu'il paraît vain aujourd'hui de parler de comment changer la fécondité, comment adapter la migration à nos besoins en force de travail, comment prolonger la vie des citoyens dans nos sociétés. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, surtout au niveau des politiques, c'est comment s'adapter et changer nos modèles pour vivre au sein d'une société qui est vieillissante, qui diminue comme en Italie, ou qui commence à stagner dans beaucoup de pays européens. Et pour comment maintenir la prospérité de ces habitants qui sont là. Et ça, c'est vraiment l'enjeu que l'on a maintenant. C'est un enjeu démocratique de représentation. Comment représenter cette population qui est vieillissante, qui est de fait aussi assez répartie de façon assez inégale. En ce moment, je pense qu'on pose beaucoup le débat sur le fait des différences, enfin des inégalités intergénérationnelles. Et je pense que c'est aussi un petit peu dangereux de parler trop des jeunes vis-à-vis des personnes âgées. Et je pense que Alessandro sera peut-être pas d'accord avec moi. Mais je pense qu'il y a aussi le danger, c'est plutôt intragénérationnel. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup d'inégalités entre les classes socio-économiques, entre les femmes et les hommes, entre les migrants, etc. Donc il y a ces inégalités, à mon avis, sont c'est ce qui ouvre le problème démocratique. Et je m'excuse, mon français est très mauvais. Je travaille tout en anglais et mon français est
très mauvais. Tout d'abord, je remercie à mon tour l'ambassade de France. Je suis vraiment heureux d'échanger avec Anne, avec vous tous, sur un sujet si important. Mis à part notre contribution spécialisée, il s'agit d'un sujet qui nous concerne tous. Et même la discussion, le débat, l'échange s'avérera très important, intéressant. Tout d'abord, pour commencer, je dirais que la démographie ne concerne pas seulement les chiffres ou les données. C'est aussi une clé d'interprétation du monde qui change. Qu'est-ce qui produit le changement dans le monde? Le renouvellement des générations. Nous ne sommes pas des êtres immortels qui vivent dans un monde immobile. Le monde change parce que nos vies changent. Nous naissons et puis il y a l'enfance, il y a l'adolescence, l'âge adulte, etc. Nos vies changent dans un contexte social avec lequel nous devons interagir. Donc il y a des interactions dynamiques dans ce contexte. Tout change parce que les nouvelles générations qui arrivent se confrontent avec les générations précédentes en apportant leurs nouveautés. Cette nouveauté doit pouvoir produire de la valeur pour que le monde puisse s'améliorer. Donc, il faut mettre les jeunes et les gens en condition de produire de la valeur pour faire en sorte que la condition des gens ne se dégrade pas au point de vue socio-économique. Donc, le renouvellement des générations se concentre sur les mécanismes qui permettent au renouvellement des générations de bien fonctionner pour garantir le bien-être à tout et chacun dans un monde qui évolue, qui a besoin de nouveaux regards, de nouveaux défis, de nouvelles solutions. S'il n'y avait pas cette ambition chez les jeunes générations d'apporter quelque chose de nouveau et d'aller au-delà des frontières, des craintes, des préoccupations des générations précédentes, eh bien, on serait condamné à vivre dans les caves. Si, par contre, on a pu conquérir la Lune, c'est parce que les nouvelles générations sont allées au-delà des contraintes des générations précédentes. C'est comme cela que nous pouvons nous améliorer, nous bonifier et nous pouvons vivre mieux à travers ces mécanismes. La question qui se pose aujourd'hui, l'enjeu qui se pose aujourd'hui est le suivant. Ces mécanismes de renouvellement des générations sont-ils efficaces ou pas? Eh bien, c'est là une grande interrogation, une grande question sur laquelle nous devons nous confronter parce qu'il y a tout un tas de choses profondes qui changent au point de vue qualitatif et qualitatif, au point de vue du remplacement des générations et des relations entre les générations. Au point de vue quantitatif, nous connaissons le fonctionnement d'une société où il y a beaucoup de jeunes et peu de vieux. Eh bien, les jeunes apportent leur enthousiasme, leur dynamisme dans la société et dans le monde du travail. Mais nous ne connaissons pas le fonctionnement d'une société où il y a peu de jeunes. Donc, ce qui fait défaut, c'est la base de ce qu'était notre interprétation de la durabilité sociale et du développement économique d'une société. Donc, le lien et la relation changent, y compris du point de vue du poids électoral. Et la démographie, en changeant, est en train de décider pour nous que le poids électoral des jeunes diminue et le poids électoral des personnes âgées augmente. Si c'est un bien ou si c'est un mal, c'est pas à nous de décider, mais c'est plutôt à la démographie. De plus, il y a encore un aspect qu'il faut considérer. Nous évoluons dans un siècle différent. Les moins de 25 ans, les moins de 30 ans, la génération X, c'est la génération qui n'a connu que ce siècle, n'est-ce pas? Qui a évolué uniquement dans ce siècle. Donc, elle a pris conscience, elle a grandi dans ce siècle. Et donc, les jeunes de cette génération transmettent les instances, les demandes du nouveau siècle par rapport au siècle précédent. Et nous devons faire en sorte que ces demandes soient bien représentées en sachant que c'est un siècle différent qui peut
s'améliorer, mais si on peut vraiment faire la différence. Le professeur Rosine, vous dites que la démographie, ce n'est pas seulement des chiffres, mais nous voulons tout de même évoquer quelques chiffres aujourd'hui, surtout grâce à la professeure Goujon. Ma question pour elle est la suivante. Comment change la structure de la population en Occident, en Europe, en France? Est-ce qu'il y a des changements que nous pouvons considérer comme structurels et irréversibles? Pouvez-vous nous éclairer, professeur, où en sommes-nous de ce point de vue-là? Oui, vous avez tout à fait raison. Et la question, l'avantage de la démographie pour les chercheurs, c'est qu'il y a une inertie très forte. Donc, de fait, tous les changements qui se font maintenant, ils sont là pour durer. On change difficilement la fécondité d'un jour à l'autre, même de 10 ans à un autre, c'est très difficile. Donc, j'avais quelques... Ah oui, attendez, ça, c'est pas les miennes. Mais je voulais vous montrer un petit peu ce qui se passait au niveau de nos deux pays, de l'Italie et de la France, au niveau des naissances. Et ça montre, selon les statistiques des Nations Unies, depuis 1950, avec des projections en 2100, et la ligne verticale vous montre là où nous en sommes, par exemple, le nombre de naissances. Et on voit bien que dans les deux pays, il y a une tendance à la baisse. La baisse a commencé beaucoup plus tôt en Italie, dans les années 80, comme ça. Mais on voit que sur les dernières années, si vous regardez, la France et l'Italie vont exactement en parallèle. Donc il y a la même tendance. Alors que pendant longtemps, on a pensé que la France était sauvée de ces effets. Au niveau des décès, aussi beaucoup de similarités entre la France et l'Italie. Les décès augmentent, ce n'est pas parce que la mortalité des gens augmente, c'est au contraire, ça veut dire qu'il y a plus de personnes âgées, de fait, plus de morts. La migration est un petit peu, comme on le sait, volatile et difficile, et ce qui fait que au niveau de la population, et là il manque la ligne verticale pour l'année, mais ce qu'on voit, c'est que l'Italie a effectivement entamé sa décroissance démographique, et avec très peu de chances que cela change rapidement, à moins vraiment d'un effet qu'on ne peut pas envisager maintenant. Et la France, elle, est toujours sur une pente ascendante, mais une pente ascendante très, très, très lente. Et effectivement, ça donne au niveau des pyramides des âges, donc la structure de la population par groupe d'âge, et c'est ce qu'on voit sur ces deux graphiques, en plus qui montrent l'éducation des pays, mais on voit quels sont les effets sur une population. Donc ça montre en 2025 la France, qui a cette structure très... plutôt bien équilibré, où on voit chaque groupe d'âge qui a à peu près la même taille, donc une structure déjà solide. Mais on voit aussi, si on regarde la base, qu'il y a une forte diminution. L'Italie est au stade suivant, c'est-à-dire que cette diminution a lieu depuis longtemps, et le groupe d'âge qui est le plus important, c'est la population des 55-59 ans en ce moment, donc avec une population vieillissante rapide. Et alors ça, effectivement, ça a des conséquences très importantes. Et ces conséquences, on les voit, je regardais l'Italie et la France, mais on les voit au niveau de l'Europe tout entière. C'est-à-dire qu'on a une population d'âge actif qui est en train de diminuer. Là, ça montre les chiffres sur la période 2015-2019, mais je pense que si on la montrait sur la période 2020-2025, ça ne serait pas très différent. Donc, quand vous voyez une couleur rouge-marron, ça veut dire que c'est une population d'âge actif qui est en train de diminuer, et elle diminue sur 64% des territoires qui sont montrés ici. La migration nette, par contre, elle est plutôt positive sur la plupart des territoires, donc presque 90% des territoires bénéficient d'une migration nette. Et migration nette, ce n'est pas forcément migration internationale, ça peut être aussi migration interne qui est importante. Qu'est-ce que ça donne au niveau du renouvellement des cohortes? Le renouvellement des cohortes, c'est les cohortes qui entrent sur le marché du travail et celles qui
sortent du marché du travail. Et on voit en fait que le renouvellement des cohortes est négatif, ce qui fait que en fait, cette migration nationale, internationale n'est pas en mesure de compenser le déficit démographique. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte. Je pense que je vais m'arrêter ici. Merci. Professor Rosia, mi colpiscono... Professeur, il y a... Enfin, ces graphiques m'étonnent parce que l'Italie, jusqu'à la fin des années 70, avait davantage d'enfants que la France. Et puis la courbe s'est écroulée. Situation structurelle et la situation ira de mal en pire, la France ayant par contre trouvé un équilibre dans son déclin démographique. En particulier, la pyramide des anges me frappe. Chez nous, c'est inversé en forme d'amphore. La base est plus petite que la base française et il y a un taux plus faible de personnes ayant un diplôme ou un bac. Alors, la question que je vous pose est la suivante. Comment se fait-il qu'il y a toutes ces différences? Et pourquoi la situation en Italie est grave? Jusqu'à quel point elle est structurelle? Quel sera l'impact sur l'Italie? Quel sera son impact, sachant que l'Italie est l'un des pays les plus vieillissants d'Europe? Quelques macro-coordonnées pour interpréter la situation. Tout d'abord, la transition démographique. Qu'est-ce que la transition démographique? Quel est son point de départ? Elle part d'un aspect positif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, l'humanité, c'est-à-dire nous, avec notre histoire, nos vicissitudes humaines, nous avons établi, entre guillemets, que se résigner ou donner comme un fait acquis que la mortalité enfantine était élevée, qu'un enfant sur 5 n'arrivait pas à son premier anniversaire, que la moitié des enfants n'arrivaient pas à l'âge des parents. C'était la situation au moment de l'unité d'Italie, 1861. Un enfant sur 5 ne fêtait pas son premier anniversaire. L'espérance de vie est autour de 30 ans, la mortalité des enfantines étant très élevée, et ce, tout au long des phases de la vie. Et la fécondité se situait autour de 5 enfants par femme, parce que pour assurer un équilibre dans le rapport de génération, sur 5, 3 enfants mouraient et 2 remplaçaient les parents. Aujourd'hui, nous sommes 1,18. Voilà la situation avant la transition. Quelle est la démarche? Que fait la transition? La transition réduit la mortalité. La mortalité des enfants se réduit et des niveaux élevés du passé, on passe. Ce qui était considéré comme la norme, quand on avait un enfant, cet enfant... il y avait de hautes probabilités que cet enfant meure. Aujourd'hui, tel n'est pas le cas. La mort est très rare, traumatique. Personne ne pense voir son enfant mourir. Cela veut dire que nous avons construit un monde meilleur à partir de l'investissement sur les nouvelles générations pour offrir des perspectives d'amélioration aux nouvelles générations. Cela a entraîné une longévité. La fécondité est passée de 5 à des niveaux très faibles. La longévité, à partir de 30, a atteint 82, 83 ans. Le niveau actuel, mais ne cesse d'augmenter. Que se passe-t-il? Eh bien, si la mortalité se réduit et que à des niveaux comme c'est le cas en Europe et dans de nombreux pays, on espère dans le monde entier, un enfant qui naît aujourd'hui peut atteindre sans problème l'âge de ses parents et peut aller au-delà de l'âge de ses parents, de ses grands-parents. Cela signifie que le nouvel équilibre n'est plus 5 enfants pour que 2 atteignent l'âge des enfants et que la population demeure constante dans le rapport entre les générations. Il suffit de 2 enfants pour remplacer les 2 parents. Donc, le taux de remplacement ne correspond plus à une fécondité 5, mais à une fécondité 2. Mais que s'est-il passé, en fait? Au lieu de se stabiliser autour de 2, qui devait être le nouvel équilibre à atteindre dans l'ensemble des pays qui sont en train de conclure leur processus de transition démographique, la fécondité a baissé, grandement baissé. Cela nous
nous étonne. Nous sommes en présence d'une crise démographique et dans certains pays, cette crise est particulièrement forte. Précisons que le problème de l'Italie ne consiste pas en la population vieillissante parce que la plus longue durée de la vie est un fait positif en général. Et puisqu'on vit plus longtemps, il faut que les personnes âgées aient une bonne santé, se portent bien, qu'elles soient actifs. L'inverse serait pire. De nombreuses personnes âgées, malades, les coûts sociaux que cela entraîne. Toutes les cultures avancées, France, Italie, Suède, Allemagne, sont confrontées à ce défi, rendre soutenable une société, une économie où l'on vit plus longtemps et transformer cela en vie, une inclusion, une bonne qualité de vie, durabilité. Mais on peut faire cela si la population qui est en âge de travailler et qui produit donc de la croissance économique peut financer le système de la protection sociale et le fait fonctionner, devrait demeurer stable. Par contre, d'un côté, nous avons le sommet de la pyramide qui augmente et de l'autre côté, la base n'est plus solide. La base rectangulaire se réduit et s'amenuise de plus en plus. Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait un avantage compétitif négatif pour l'Italie par rapport à la France? La fécondité italienne, quand elle arrive en dessous de 2, en France, elle est restée longtemps proche de 2. Dans d'autres pays, tels les États-Unis, elle est restée longtemps près de 2. Et elle ne descend actuellement, mais la France aujourd'hui a 4,6 enfants par femme. L'Italie, depuis 40 ans, est en dessous de 1,5 enfants pour femme. Enfin, cela fait toute la différence, n'est-ce pas? Donc, ce qui fait la différence, c'est que nous avons produit une structure démographique particulièrement déséquilibrée, la fécondité ayant baissé, ayant chuté à des niveaux plus faibles par rapport aux autres pays. Et depuis longtemps, elle demeure à des niveaux très faibles sans aucun signe de reprise. Et pour vous donner une idée des déséquilibres que cela produit, voilà cette structure par âge qui, en bleu, vous avez les différentes couches d'âge de 0,4 jusqu'à 85 ans et plus en bleu. Et en bleu, vous avez la situation de la population italienne en 1850, lorsque la fécondité était abondamment de plus de 2 enfants pour femme. Et la démographie a la capacité de construire d'autres scénarios et de devancer le futur. Celui qui a aujourd'hui 50 ans, dans 25 ans, on aura 75. Donc, c'est assez simple, le calcul est simple. Donc, en orange, vous montre comment l'Italie sera en 2050. Et la différence entre les barres bleues et les barres oranges nous dit que la population change radicalement. Et donc, nous passons d'un modèle de développement, d'un modèle économique et de protection sociale qui faisait ses preuves pendant les années 50-60 après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque l'Italie a connu ses 30 ventes glorieuses, le boom économique, quand l'Italie est entrée dans le G7, quand elle a pu récupérer les niveaux de bien-être des autres économies, les mêmes que celles des économies les plus avancées. Eh bien, l'Italie, prenons un Italien type de 30 ans. Aujourd'hui, l'Italien type a 55 ans. En 2050, la barre la plus élevée, celle à laquelle correspond le plus grand nombre de populations, l'Italien type sera un homme de 75 ans, homme ou femme de 75 ans. Ceci, nous le savons déjà. Et le défi consiste à rendre cette structure durable, une structure comme celle-ci, une structure qui ne saurait avoir pour base notre manière d'envisager la société d'un point de vue économique, social, les relations civiles, la participation électorale, basée telle que nous l'avions conçue après la Deuxième Guerre mondiale. Cette population n'existe plus, cette société n'existe plus, et donc nous devons repenser. Nous devons penser que nous vivons un nouveau siècle. Dans ce nouveau siècle, ce siècle différent, la société et l'économie doivent fonctionner de manière différente. Si nous pensons que tout doit fonctionner comme par le passé, on finit par avoir une situation
non durable. Autrement dit, sur quoi avons-nous basé la croissance économique traditionnellement? La réponse est sur la quantité. Le XXe siècle nous a permis de mieux vivre en se basant sur la quantité. Quantité d'années de vie supplémentaires, quantité de population en âge de travailler, quantité de consommation, quantité de production. Voilà le phare à partir duquel nous avons construit notre société. Il y avait beaucoup de personnes en âge de travailler qui permettaient à ce modèle basé sur la quantité d'être une réussite. C'est le dividende démographique, comme on l'appelait, lorsque les personnes âgées ne sont pas très nombreuses, que les enfants diminuent, mais au centre, il y a beaucoup de personnes en âge de travailler. Tel n'est plus le cas aujourd'hui. La situation a totalement changé. La population en âge de travailler diminue, en âge actif diminue face à la population des personnes âgées. Si un modèle basé sur la quantité ne fonctionne plus. Et sur quoi fonder ce modèle? Sur la qualité. Nous devons veiller à ce que le 21e siècle puisse augmenter sa qualité autant que nous perdions en qualité pendant les siècles passés. Alors, nous avons moins de jeunes, il faut mieux les former. Il y a moins de jeunes, aidons-les à entrer dans le monde du travail et il faut les rémunérer par un bon salaire. L'emploi des femmes n'est pas à la hauteur. Il faut accroître le travail des femmes. Il faut que les femmes s'épanouissent dans le travail si elles veulent avoir des enfants, si elles veulent travailler ou pas. Utilisons au mieux les nouvelles technologies, faisons mieux fonctionner le phénomène migratoire, autant d'aspects, autant d'éléments qui favorisent une vie active plus longue. Cela signifie passer d'un modèle axé sur la quantité à un modèle qui met au centre la qualité et met les individus en mesure de réaliser leurs projets, d'être bien informés, de vivre longtemps une vie active et donc de bien vivre dans une société où la qualité du travail l'emporte sur la quantité. La qualité des années de vie, pas la quantité, la qualité des consommations, de la relation à l'environnement. Voilà quel doit être notre modèle. Quel est le problème pour l'Italie? Où est le problème? L'Italie a perdu davantage en termes de quantité par rapport aux autres pays parce que la natalité a atteint des niveaux très, très bas et donc la population active diminue et nous avons moins investi sur la qualité. Autrement dit, moins sur la formation des jeunes, moins sur les politiques actives du travail, moins sur la recherche et développement innovation, moins sur les politiques de conciliation. Et nous allons faire payer aux nouvelles générations la dette publique, plus que ne le font d'autres pays. Cela est en train de faire échouer le pacte générationnel. Voilà le problème. Nous devons penser que nous vivons dans un monde différent et ce que nous avions considéré comme un fait acquis jusqu'à présent doit être renégocié. Il ne faut pas avoir une dette publique si élevée qui se rabat sur les nouvelles générations. Notre dette publique est à tel point élevée que nous dépensons pour les intérêts, c'est le gouverneur de la Banque d'Italie qui l'a affirmé, l'équivalent de la dépense pour la formation dans notre pays. C'est-à-dire que nous brûlons de la richesse que nous pourrions investir dans la formation tout simplement pour honorer les intérêts sur la dette publique. Nous ne favorisons pas l'emploi des jeunes. L'emploi entre 15 et 34 ans est de l'ordre de 44,8 contre 65,3 de la couche entre 50 et 64 ans. Comment est-ce que cela est possible? Les jeunes ne sont certes pas moins productifs, ne peuvent pas être moins actifs, moins productifs. Ils donnent la même contribution au monde du travail que la couche d'âge 50-64. Le problème, c'est le niveau très faible d'emploi chez les jeunes, plus faible que dans les autres pays. Il y a un autre aspect du pacte générationnel qui échoue. Quand il y avait beaucoup de jeunes et il y avait peu de personnes âgées, un système de retraite où l'on obtenait d'une population vaste de travailleurs et on donnait très peu comme pension aux personnes âgées. Ce système ne fonctionne plus. Nous avons beaucoup de personnes âgées, moins de travailleurs, alors on prélève beaucoup chez les travailleurs pour donner beaucoup aux personnes âgées. Il faut donc remettre sur pied un bon système. Et les jeunes ne sont pas d'accord. Ils risquent ils peinent à entrer dans le monde du travail. Ils doivent, en tout cas, prendre en charge un système
système de retraite qui doit payer une population âgée qui augmente, leur pension est mise à risque parce qu'on ne sait pas si ce système sera durable à long terme et s'ils auront un jour une retraite. Et les jeunes ne peuvent pas vivre dans cette incertitude concernant leur avenir. Et puis, il y a le problème du poids électoral qui change. Si nous comparons les 20 ans, les jeunes de 20 ans avec les hommes de 60 ans, ceux qui ont 20 ans sont 100 000 et les personnes âgées sont 974 000. Cela signifie que le voix de deux jeunes de 20 ans vaut la voix d'une seule personne âgée. Et cela, c'est très éloquent, en positif ou en négatif. Nous devons décider si cela nous convient ou bien s'il faut changer la donne. Parce que si nous ne changeons pas la donne, transformer le changement quantitatif en une amélioration qualitative misant sur la qualité et la durabilité, eh bien cet objectif ne sera jamais atteint et les jeunes diront toujours « D'accord, je pars, je quitte mon pays, je passe la frontière, je règle le problème de l'emploi, je n'ai plus de déséquilibre au niveau du système de retraite et je ne dois pas faire payer aux jeunes les retraites des personnes âgées et le poids électoral s'en trouvera amélioré. Donc, nous sommes à un moment où l'Italie a un gros potentiel. L'Italie est un pays qui a la possibilité de relever les défis des changements en cours, mais l'Italie doit décider de son destin. Que veut-elle faire avec les nouvelles générations, mais dans des conditions de bien-être qui concernent toutes les phases de la vie? Le professeur Ozine a dit qu'il faut miser sur la qualité et non pas sur la quantité. Objectivement, il faut dire que le triangle orange où se trouve l'Italie est quelque chose de dramatique. Je vous demande de repasser le graphique qu'on a vu auparavant, parce qu'il faut se poser la question qui va payer le système de retraite, étant donné le grand nombre de personnes âgées. Donc, professeur Goujon, au point où l'on en est-ce qu'il vaut toujours la peine pour nos pays européens, pour nos nations, d'investir dans les politiques visant à promouvoir la natalité? Le professeur n'a pas dit l'inverse, ou le contraire, mais les politiques de natalité sont-elles performantes? Est-il juste, est-il bon de parier sur les politiques en faveur de la natalité? En plus, le défi des 3D, comme le dit le professeur, démographie, démocratie et les droits, eh bien, est-ce que cela risque de déséquilibrer le défi électoral, la donnée démocratique, parce que les jeunes n'ont plus de confiance, ils sont peu nombreux, ils votent moins, ils comptent moins. Donc le risque à l'avenir est peut-être un risque grave pour la démocratie. Si un parti se concentre sur un programme concernant les retraites, il parle à la majorité des gens, mais entre-temps, la majorité des gens, c'est des personnes âgées, donc les équilibres démocratiques sont tout à fait bouleversés. Merci pour la question. Bon, Alessandro Ozine a dit beaucoup de choses, donc il a déjà pratiquement répondu à cette question. Pour ce qui est des politiques de population et des politiques qui visent à augmenter la fécondité dans les pays européens et dans tous les pays, on le voit, la Corée, par exemple, la Corée du Sud est le pays où la fécondité est le plus bas, en dessous de 0,8 enfants par femme en ce moment, donc très très bas, et le gouvernement coréen essaye, mais beaucoup d'argent pour les couples, pour faciliter une politique familiale, d'accompagnement, etc. Et on le voit dans d'autres pays, Orban en Hongrie, en Italie, on le voit aussi. Il y a beaucoup en Amérique aussi, des politiques pour essayer d'augmenter, de chèques donnés aux familles pour les enfants, etc. Et on voit au final qu'il n'y a pas beaucoup d'efficacité. C'est-à-dire que l'efficacité, elle est de courte durée en général. Elle marche 1 an, 2 ans. Il y a une petite... Et c'est jamais un renversement
des taux de fécondité. Il n'y a jamais, on n'a jamais une fécondité qui passe au-dessus justement de ce seuil de remplacement des générations. Donc, c'est pour ça que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, enfin ce qu'on voit, non ce qu'on voit pas, mais ce qu'on essaye de promouvoir, c'est d'aller au-delà de cette recherche du nombre, de ce 2,1 enfants par femme, et plutôt d'aller vers un processus d'accompagnement des familles qui puissent avoir le nombre d'enfants qu'ils veulent. Il y a aussi cette question de savoir, ce qui se passe, c'est que les couples delay, ça y est, j'ai le français qui m'échappe, repoussent l'âge à la première naissance, et tel que ils n'arrivent plus à réaliser leur intention de fécondité. Donc ils partaient sur une fécondité, peut-être qu'ils voulaient avoir 2 enfants, mais en repoussant, ils n'arrivent plus à avoir ce nombre d'enfants. Donc c'est aussi ça qu'il faut essayer d'accompagner, d'essayer, bon déjà c'est au niveau d'éducation, d'informer, au niveau de la démographie. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui sont surpris, qui ne savent pas qu'à partir de 35 ans, la fécondité, la fertilité des femmes diminue abruptement. Et bon, il y a des études aussi qui montrent que celle des hommes aussi diminue abruptement. Donc il y a vraiment un effort d'éducation à faire. Pour ce qui est de la deuxième question, à savoir ces clivages générationnels au niveau de l'accès au vote et du droit et des opinions. Ce qu'on a montré, je ne sais pas si j'ai un graphique, on a regardé, il y a des enquêtes d'un baromètre européen qui demande aux populations quelle sont l'importance qu'ils accordent à différents thèmes. Et ce qu'on s'aperçoit, bon ça c'est sur une période 2003-2019, on voit qu'il y a beaucoup de fluctuations, mais on voit qu'il n'y a pas forcément non plus un clivage générationnel sur tous les thèmes. C'est-à-dire qu'il y a des thèmes pour lesquels il y a un clivage générationnel, par exemple au niveau de la taxation, de l'imposition, du logement et du crime, il y a un clivage générationnel, et surtout au niveau du logement. Les jeunes sont beaucoup plus concernés par les problèmes de logement que les personnes âgées. Même chose pour la taxation. Mais par contre, pour ce qu'on voit les autres thèmes comme l'immigration, ce qui est du terrorisme, ce qui est de l'inflation, on voit qu'il n'y a pas ce clivage. Les jeunes et les vieux ont à peu près les mêmes idées. Ce qu'on sait aussi, c'est que les cohortes les plus âgées déclarent en moyenne un niveau d'intérêt plus élevé pour la politique et votent plus que les jeunes générations. Donc là, je rejoins totalement ce que disait Alessandro, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un besoin d'investissement dans la jeune génération. Je ne dis pas ça parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans le public aujourd'hui, mais il faut vraiment remettre les jeunes au sein des investissements, d'abord parce que les jeunes d'aujourd'hui sont les vieux de demain, mais aussi on voit que c'est une génération qui a du mal en ce moment. On le voit, la santé mentale de la population jeune est assez mauvaise, et je pense que ça, c'est un constat qu'on peut faire dans tous les pays. Il y a très peu de foi dans les institutions, et ce qu'on voit aussi, ce sont souvent les jeunes qui votent pour ces partis extrêmes qui proposent des solutions faciles à tous ces défis que l'on voit. Donc je pense qu'il faut aussi aller investir dans la jeunesse, investir dans l'éducation, etc. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Donc ce sont des jeunes qui votent pour des solutions extrêmes, nous dit Madame Goujon. Maintenant, je voudrais encore une fois donner la parole au professeur Rosina. Il y a quelques jours, il a publié un livre intitulé de manière emblématique « La disparition des jeunes ». Eh bien, quel est le risque démocratique dans tout ceci? Vous avez dit la transition démographique est devenue déclin démographique. Voyez-vous un risque de crise démocratique? La professeure Goujon a évoqué
le thème des étrangers, des migrants, eh bien, il faudra s'occuper de ça. L'Italie fait moins d'intégration que la France, mais elle en a encore besoin. Et nous savons tous qu'en Italie, il y a un parti de gouvernement qui aujourd'hui nous parle de remigration, une notion pas nouvelle en Europe. Beaucoup de partis d'extrême droite et d'extrême gauche disent qu'il faut les rapatrier chez eux. Comment peut-on faire le lien entre l'alerte démographique et l'alerte démocratique? Les jeunes sont de moins en moins nombreux, ils sont plus sensibles aux solutions extrêmes parce qu'ils sont plus marginaux peut-être. Quel est votre point de vue par rapport à ce séisme, à ce véritable tremblement de terre? Le vrai problème, le vrai sujet, c'est que les nouvelles générations sont là pour pouvoir transmettre et proposer leurs caractéristiques, pour interpréter le monde dans lequel elles vivent, pour construire le futur tel qu'elles souhaitent le bâtir. Si les conditions ne sont pas là pour pouvoir le faire, parce qu'ils sont moins nombreux et que leur poids est moindre, ils développent un sentiment d'impuissance. Quelle est la conséquence de ça? C'est la résignation. Dans le monde, il y a tout un tas de phénomènes qu'on n'arrive pas à maîtriser, qu'on n'arrive pas à interpréter, parce que le monde devient de plus en plus complexe. Je n'ai plus de clé de lecture d'un monde qui change aussi rapidement et qui est si complexe. Il se passe des choses par rapport auxquelles mon action ne peut pas vraiment apporter une amélioration. C'est ce que le nouveau siècle nous a dit, n'est-ce pas, au moment des tours jumelles, de la crise économique la plus grave du deuxième après-guerre. Et puis, il y a le retour des pandémies, quelque chose d'inédit dans ce siècle. L'élargissement de l'Europe revient sur ses pas à travers le Brexit. Il y a le problème des réfugiés en Europe. Autant de problèmes qu'on pensait avoir réglés au siècle précédent. Disparition des guerres, des pandémies, des épidémies. On pensait que le monde se serait bonifié. Le projet européen était censé se renforcer sans cesse. Eh bien, toutes ces promesses implicites n'ont pas été tenues. Et donc, la promesse que l'on a pu faire après la Deuxième Guerre mondiale n'est plus gérable. Donc, il faut maintenant trouver une promesse correspondant aux vœux des jeunes de ce nouveau siècle. Nous devons nous devons créer une nouvelle approche capable d'interpréter le monde qui change et qui permette aux jeunes générations de jouer un rôle de protagoniste d'un monde qui peut se bonifier avec eux, sans un sentiment d'impuissance, sans le risque de faire des choix extrêmes, quitte à agir avec des solutions de rupture ou de protestation et de contestation. Donc, je pense que nous devons nous ouvrir à tout ce qui est nouveau, dans tous les contextes, à tous les niveaux, économique, social, etc. Et l'Italie est très en retard par rapport aux autres pays, parce que l'Italie en est restée au modèle que l'on a pu développer après la Deuxième Guerre mondiale. C'est le modèle de référence qui nous a toujours tenu à cœur. Mais ce modèle avait à son centre le mâle adulte, l'homme adulte. Et on a toujours pensé que l'homme adulte devait toujours jouer un rôle central, et ça à tous les niveaux. Ce n'est pas par hasard que les femmes ont eu moins de chance que les femmes des autres pays, que les jeunes ont eu moins de chance que les jeunes des autres pays. Il en est de même pour les migrants, parce qu'il y a tout un tas de problèmes qu'on n'arrive pas à régler. Tout ce qui nous met en cause, nous voulons le mettre de côté. Mais on ne peut plus agir comme cela. L'homme adulte qui était au centre
de la démographie avait garanti à l'Italie de pouvoir jouer un rôle de premier plan au niveau de l'économie. Mais l'Italie continuait plus ou moins à se développer. On a transporté le 20e siècle dans le 21e siècle sur la base de ce modèle. Mais ceci n'est plus tenable parce que l'homme adulte, à l'échelle économique par exemple, devient un homme adulte retraité. Et je le remplace par quoi, cet homme adulte retraité? C'est ça la question qu'il faut se poser. Les salariés, les travailleurs en Europe. Le gouvernement italien est heureux parce que le nombre de travailleurs augmente. Mais le nombre de travailleurs augmente parce que les travailleurs de plus de 50 ans sont encore très nombreux. C'est l'inertie du 21e siècle. Donc, la situation à ce niveau-là du 20e siècle se transporte au 21e siècle. S'il y a beaucoup de travailleurs de 50 ans et que les entreprises souhaitent continuer à travailler avec eux parce que ce sont quand même des gens bien formés, eh bien, cette catégorie, cette cohorte demeure toujours importante au point de vue de la solidité de l'emploi. Mais dans les décennies futures, ces individus sont destinés à partir à la retraite et il n'y aura pas de compensation, il n'y a pas de remplacement, d'où l'impossibilité de croître, de devenir plus dynamique ou la possibilité de développer l'économie. Mais nous avons quand même ces marges de manœuvre, plus que d'autres pays. La Suède peut-elle compenser la réduction de la population en âge actif au point de vue quantitatif? Non, parce que les femmes ont déjà atteint des taux d'emploi très élevés. Nous, on a des marges pour intervenir. L'emploi des jeunes peut-il être augmenté en Suède? Non, parce qu'il est déjà très élevé. Chez nous, c'est très bas, donc on peut avoir des marges d'augmentation. On peut agir sur la migration. Nous, on est près de l'Afrique. La Suède est près du pôle Nord. Donc, si on arrive à bien gérer le flux migratoire, on peut vraiment faire en sorte que les jeunes migrants puissent être embauchés dans les entreprises italiennes en établissant des voies sécurisées d'immigration, des échanges, pourquoi pas. Donc tout ça, ça peut se faire. Hein. C'est une possibilité d'action que nous avons parce que l'Italie est tout de même au centre de tous ces phénomènes. L'important, c'est de comprendre. L'important, c'est de rester la tête et les pieds au 21e siècle en laissant de côté, en abandonnant ce modèle périmé qui appartient au passé et qui n'est plus tenable. Est-ce que c'est aussi un problème de la classe dirigeante? En Italie, la classe dirigeante est âgée, pas seulement au point de vue de l'âge, elle est restée la tête et les pieds au siècle passé. Quels sont les interlocuteurs du jeune d'aujourd'hui? Dans ce sens, je voudrais provoquer un peu la professeure Goujon. Vous avez rencontré récemment la vice-présidente de la Commission européenne qui a une responsabilité importante pour la démographie et la démocratie. Madame Goujon, professeur Goujon, quelle est la position actuelle de la Commission européenne? L'Europe, qu'est-ce qu'elle fait concrètement par rapport aux défis démographiques? L'Europe, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire par rapport à ça en Europe? Oui, j'ai rencontré la vice-présidente de la Commission européenne cet après-midi. C'est quelqu'un qui est très investi finalement dans la question démographique. Tous les ans, au moins une fois par an, elle rencontre les experts démographiques de l'Europe. Et effectivement, au niveau de la Commission européenne, ils n'ont pas de mandat pour diriger la population, la politique de population des pays, parce que c'est une prérogative des États eux-mêmes.
Mais ce qui s'interroge, c'est sur quels sont les leviers d'action et quel est le rôle. C'était exactement la question qu'elle nous posait, quel pouvait être le rôle de la Commission européenne pour, résoudre ces défis démographiques. Donc ils ont créé, et je vous invite à aller le voir, une Demographic Toolbox, une boîte à outils démographique que vous pouvez trouver sur le site de la Commission européenne, qui est très bien faite, où on voit il y a plusieurs piliers au niveau de la jeunesse, au niveau du travail, au niveau des migrations, au niveau de la cohésion des territoires aussi. Et aussi maintenant, sur quoi ils sont en train de travailler, c'est effectivement des thèmes qu'on a abordés ici. C'est la capacité, les skills des populations, donc l'éducation, etc. Et sur quoi on s'oriente, je pense maintenant, c'est l'apprentissage tout au long de la vie, c'est-à-dire de ne pas seulement réduire l'éducation au niveau de la période entre 5 ans et 20 ans, disons, mais tout au long de la vie pour avoir une vie active plus longue. L'accession au logement sont aussi des choses, des thèmes qu'elle a évoqués. Et c'est des stratégies d'équité intergénérationnelle, donc qui sont aussi au cœur de son action. Donc elle reconnaît, la commissaire Dubravka-Šuica, elle reconnaît qu'il n'y a pas de silver bullet, donc il n'y a pas une méthode qui va permettre de résoudre les problèmes partout, donc il faut avoir une approche un peu diversifiée. Mais moi j'ai trouvé que c'était assez positif que la Commission européenne ait cette réflexion et d'ouvrir le débat à un niveau plus élevé. Et moi, mon message envers elle, c'était d'essayer de voir, suivant divers scénarios, quels pourraient être ces leviers. Bon, ce que disait Alessandro, par exemple, comment, si on augmente la participation des femmes à la force de travail, si on arrive à faire ça, si on permet aux migrants de s'intégrer plus rapidement et donc de contribuer à la force de travail. Tous ces leviers-là, si le chômage des jeunes, si le chômage est résolu, à quel moment ce sera bénéficiaire et ça permettra d'avoir une meilleure durabilité de nos sociétés. Donc oui, au moins la Commission européenne est à l'écoute. Siamo contenti che la Commissione... La Commission est à l'écoute, la Commission est à l'écoute, c'est une très bonne chose. Mais avant de vous donner la parole, parce que je vois beaucoup de jeunes dans la salle et nous aimerions consacrer la dernière partie de cette rencontre aux jeunes, aux questions des jeunes. Si vous avez des questions, des curiosités, c'est une occasion unique de vous adresser à ces deux professeurs de renommée mondiale en matière de démographie. Songez à quelques questions. Et je voudrais donc consacrer ce dernier espace aux migrations. De nombreuses études, et récemment le président d'ISTAT, équivalent de l'INSEE, a affirmé que si tous les jeunes travaillaient selon la même moyenne que l'Europe, et si les femmes travaillaient, nous avons un record de NEET, de jeunes jusqu'à 24 ans qui ne travaillent, qui ne cherchent pas un travail, qui ne se forment, n'étudient pas, on ne sait pas ce qu'ils font. C'est la Roumanie vient avant nous, mais ce n'est pas une consolation. Et nous avons la moitié des femmes qui travaillent, donc c'est un problème structurel et culturel qui se pose, un problème qui implique surtout qui affecte surtout le Sud. Eh bien, ces études affirment que si le niveau moyen de travailleurs atteignait la moyenne européenne, nous aurions peut-être équilibré, compensé ce déficit démographique avec la troisième jambe qui est celle de la migration. Bien des études de la Banque d'Italie et le gouverneur de la Banque d'Italie a réitéré ces aspects. Mais il y a des résistances. Il y a des résistances politiques, évidemment, mais également des différences de sensibilité. Lors du dernier référendum de la CGIL portant sur les thèmes du travail en Italie, il y avait une dernière question portant sur la citoyenneté qui a suscité beaucoup de querelles. Ce référendum a échoué faute de quorum, mais les personnes qui ont voté
disons toujours que ceux qui ont voté étaient de gauche, mais en matière de citoyenneté, réduire de moitié les années nécessaires pour avoir la citoyenneté, là, l'électorat était tout à fait partagé. Donc, il y a un problème fort de sensibilité vis-à-vis de ce thème. Et pourtant, tôt ou tard, l'Italie devra régler ce problème. Quels sont les défis que vous voyez et pourquoi ces résistances? Non, parce que je m'excuse, mais la même question, je vais la poser à Madame Goujon. Elle l'a bien montré dans ses graphiques portant sur l'Autriche-Vienne. Il y a beaucoup de résidents et de citoyens, de ressortissants italiens qui ne votent pas. Et là, il y a un problème démocratique important. Et Madame va nous l'expliquer, parce qu'il y a beaucoup de ressortissants de première ou deuxième génération italiens qui ne votent pas. Donc, un problème démocratique se pose. Oui, absolument, parce que d'un côté, comme nous l'avons vu, c'est un bouleversement démographique qui atteignent leur maturité au cours de ce siècle. Et ces changements devraient se consolider. Donc, ce n'est pas que nous devons résister et puis tout sera comme par le passé. Non, parce que nous sommes en train de construire une société nouvelle, une économie nouvelle qui a des caractéristiques nouvelles. Il y aura moins de jeunes, mais nous devons veiller à ce que ces jeunes ne se réduisent pas trop et que les rapports entre générations ne soient pas trop déséquilibrés. Et donc, il faut faire fonctionner une société qui est en train de changer d'un point de vue structurel. Et nous avons réfléchi là-dessus. Et puis, il y a un autre changement, les migrations. Nous n'avons jamais eu, dans le monde entier, un si grand nombre de personnes qui vivent, étudient et travaillent dans un pays autre que celui où ils sont nés. Et donc, il s'agit là d'un défi dans un monde où il sera de plus en plus possible de se déplacer librement. Il faut prendre en compte la possibilité que quelqu'un né dans un pays ne vivra pas toute sa vie, se mariera, travaillera dans le même pays. Il y a la possibilité de choisir. Je nais ici, mais je peux étudier là-bas, je peux travailler dans un autre pays, faire une expérience de travail, puis revenir en arrière, rentrer dans mon pays, créer une famille avec quelqu'un qui vit de l'autre côté du monde, avoir un réseau d'amitié sans frontières. Voilà le monde que nous devons faire fonctionner. Mais nous continuons de travailler avec les frontières du siècle précédent. Et puisque tu as quitté ton pays et que tes parents ont quitté un pays pour vivre en Italie, tu dois rester étranger, te considérer étranger jusqu'à l'âge de 18 ans. C'est quelque chose d'inacceptable, qui ne va pas dans la bonne direction, qui est celle de veiller à ce que les personnes se sentent impliquées, intégrées et un sentiment d'appartenance vis-à-vis d'un pays qui les accueille, qui leur permet d'étudier et de travailler ensuite, de réaliser leurs rêves. Si, pendant ta formation et ta socialisation, on est obligé d'être considéré différent, moins important que les autres, étrangers par rapport aux autres dans le pays où tu es né, cela signifie ôter, soustraire un droit et des opportunités. Et cet aspect est sous-évalué face à ce changement qui, par contre, est très important. Voilà les défis auxquels nous sommes confrontés. Nous avons besoin de l'immigration. Désormais, les entrepreneurs disent que oui, le monde économique s'en est aperçu. Nous avons besoin de cette main-d'œuvre. Les entreprises ont du mal à trouver des ingénieurs, des infirmiers, des soudeurs. Dans n'importe quel domaine, dans n'importe quelle branche, il y a du mal à trouver de la main-d'œuvre. Parce que la population, parce que les jeunes sont moins nombreux et surtout parce que les jeunes Italiens ne veulent pas faire certains métiers. Mais donc, d'un côté, il y a cet
attention qui change. C'est le monde économique, le monde des entrepreneurs qui a lancé ce changement, et ce changement va se consolider. Il faudra regarder les immigrés sous un œil nouveau. Mais il est vrai que tous les pays européens, et pas seulement, y compris les États-Unis, ont du mal à gérer d'un point de vue social et culturel l'immigration, ce phénomène de l'immigration, parce que c'est un thème qui est exploité par la politique pour nourrir les populismes, pour alimenter la peur, qui parle au ventre des individus. Et donc, on risque de ne pas créer les conditions nécessaires pour gérer l'immigration, qui est un défi compliqué, il faut l'admettre, difficile à réaliser de manière solide et gagnante. Et d'une part, et d'autre part, il y a un autre risque. Si on lance des messages, l'idée que l'on veut favoriser l'immigration, il faut savoir que cela peut soustraire des voix. On peut faire fonctionner 70% et 30% sera utilisé pour des contestations, pour être contesté et pour affaiblir la possibilité de gérer de manière positive ce processus. Et tous les pays à l'heure actuelle sont en difficulté. Tous les pays ont du mal à préserver le consensus électoral en menant des politiques qui sont en faveur de l'immigration. Donc, c'est un véritable problème, Madame Goujon. Pouvez-vous nous expliquer le graphique, parce qu'il en va de même en Autriche, lors des élections, parler de la peur, susciter la peur pour le migrant, l'étranger, cela permet d'obtenir des voix et du consensus. C'est un fait, c'est une réalité concrète. Comment peut-on renverser culturellement cette perception? Quelqu'un peut dire que c'est un problème réel de sécurité, que ce n'est pas qu'une perception. En Europe, tout comme aux États-Unis, cela fait partie du problème démocratique. Effectivement, au cœur de ces problématiques et de ces débats, hein, la société autrichienne est a des positionnements très forts sur les migrants, et on le voit à chaque élection où la migration devient le thème. Et ce que je voulais aborder avec ce graphique, c'était surtout le fait qu'au sein des sociétés, et je pense qu'on pourrait faire à peu près, peut-être pas tout à fait le même graphique pour l'Italie, mais de fait que la migration augmente, de fait il y a de plus en plus de migrants dans nos sociétés, et de moins en moins de naturalisation, enfin une naturalisation qui ne va pas dans le même sens que l'immigration. Et de fait, les sociétés ont de plus en plus de gens qui est d'une part de la population qui ne peut pas voter. Et de fait, ces migrants souvent payent des impôts, reçoivent aussi effectivement des bénéfices de la société, mais ne peuvent pas voter. Ce qui fait qu'on met de côté une part importante de la population. Et en Autriche, on le voit ici sur ce graphique, la population en âge de voter entre 1985 et 2024 a augmenté fortement. L'Autriche a baissé l'âge de vote, de droit de vote à 16 ans, ce qui est assez rare. On le voit dans le graphique, ce qui est assez rare. Je crois qu'il y a 2 ou 3 pays qui le font en Europe. Mais la population qui dispose du droit de vote, lui, est pratiquement restée au même niveau, ce qui fait qu'on a en Autriche, qui est un pays de 9 millions d'habitants, en gros 1,5 million d'habitants qui ne peut pas voter. Et c'est particulièrement important, par exemple, dans la ville de Vienne, où effectivement les migrants en général vont dans les capitales, dans les grandes villes, où c'est 35% de la population qui est en âge de voter et qui ne peut pas voter. Et si on part sur des scénarios de migration faits par les instituts de la statistique, on pourrait augmenter à 50%. Donc il y a des campagnes des organisations non gouvernementales comme SOS Mitmensch qui a fait ces statistiques, et je l'ai aidé pour les projections, qui montrent que c'est important et que c'est aussi un défi pour la démocratie d'avoir ces populations, que ces populations puissent participer à la démocratie. Merci.
Ecco, La parole au public. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de tout ceci? Avez-vous des questions? On a évoqué des défis très importants, mais n'hésitez pas à intervenir. Bonsoir. C'est bon, on entend, c'est bon. D'abord, bonsoir. Je tiens à remercier les rapporteurs et l'ambassade de France pour avoir organisé cette rencontre fort intéressante et utile, surtout, puisqu'on aborde des sujets très actuels qui nous concernent de près. Vous avez montré des chiffres très inquiétants. Bientôt, avez-vous dit, il y aura 2 individus de 60 ans pour un individu de 20 ans. C'est un défi politique. Ma question concerne surtout la politique, le côté politique de ce débat. On dit toujours qu'il faut faire en sorte que les jeunes soient au cœur du débat. Comme l'a dit justement le professeur Rosine, il faut investir dans l'éducation des jeunes. Mais quelles sont les autres propositions qui peuvent vraiment les intéresser pour qu'ils soient à nouveau au centre du débat? Parce que là, il y a un cercle vicieux. Il y a moins de jeunes, ils ne participent pas ou ils participent moins, ils disparaissent des radars de la vie politique. Je ne sais pas quel parti politique en Italie a évoqué une sorte de quota qu'il faut réserver dans les parlements aux jeunes. Mais quelles sont les autres idées que l'on peut appliquer ou en faisant preuve de créativité pour ramener les jeunes au centre du débat public? Non, je pense que c'est pas seulement aux jeunes d'être la voix des jeunes. Je pense que ce qu'il faut aussi convaincre, c'est les populations les plus âgées, celles qui sont au pouvoir, que la jeunesse est importante. Donc, à mon avis, c'est aussi ça. Parce qu'effectivement, le poids démographique des jeunes est en baisse. Donc, il faut aussi convaincre. Et moi, je pense que ce qu'a dit Alessandro, renforcer la position des jeunes au sein des sociétés, c'est aussi leur donner, investir dans la jeunesse. Je pense que si on investit dans l'éducation, comme il a été dit, aujourd'hui on dit le déclin démographique, c'est l'occasion de faire des économies, faire des économies sur la jeunesse, parce qu'il y a moins d'écoles, moins d'enseignants, moins d'universités, etc. Donc on va faire des économies. Non. Ne faisons pas des économies là-dessus. Investissons dans ces jeunes. Et en investissant, en leur donnant la possibilité, je pense qu'ils pourront avoir une voix plus forte. Mais je pense aussi qu'il faut convaincre, de fait, c'est pas les jeunes, on n'a pas besoin de les convaincre. Je pense qu'il faut convaincre les personnes les plus âgées et les personnes au pouvoir. Ça, bonne chance. J'ajoute quelques données, quelques chiffres que j'avais préparés dans un transparent. J'ai fait la comparaison entre l'Italie, la France, l'Espagne, l'Allemagne, le Portugal. Eh bien, on a posé la question, selon toi, en général, la politique est-elle un outil utile pour améliorer la vie des citoyens dans un pays? La majorité des jeunes 18 à 34 ans, a répondu par l'affirmative. Donc, pour les jeunes, la politique est un outil utile pour changer la donne, pour améliorer la situation. Après, on pose la question, selon toi, la politique actuelle permet-elle aux jeunes générations d'avoir une place importante? Mais là, les chiffres s'écroulent, c'est-à-dire les jeunes ne voient pas la politique comme un outil qui peut les impliquer. Si la politique offrait un véritable espace de participation et d'action aux jeunes qui souhaitent s'engager, est-ce que cela pourrait améliorer ta vision de la politique? Eh bien, les résultats sont plus élevés en Italie qu'en France, mais même en France, les résultats sont étonnants parce qu'on demande que la politique puisse contribuer aux décisions collectives, certes, mais en impliquant les jeunes pour qu'ils puissent faire la différence.
Si les jeunes se sentent impliqués, ils seront plus sollicités à voter et à participer. Comme l'a dit Anne, ce n'est pas seulement une question pour les jeunes. Il est important de dire aussi que on ne peut pas penser que la réalité peut être changée uniquement grâce aux jeunes et que les personnes âgées s'occupent seulement de leurs intérêts personnels. Il y a un changement anthropologique qualitatif quant au statut de personnes âgées, de seniors, et ça nous fait comprendre que si le pays est performant au point de vue de l'investissement sur les jeunes, si on renforce leur participation sociale et professionnelle, eh bien, tout ceci permet d'améliorer le fonctionnement du système de santé, de retraite, et donc le système en général est plus performant. On a posé la question, quelles sont les priorités du pays? On a posé la question aux gens entre 60 et 74 ans. La première réponse, ou les réponses les plus importantes, les plus évidentes, concernent l'amélioration du système de santé. Troisième sujet, le système de retraite. C'est évident parce que les personnes âgées ont des intérêts spécifiques par rapport à ça. Mais entre la première et la troisième catégorie, il y a les politiques actives de travail en faveur des jeunes générations qui sont encore plus prioritaires que les retraites. Donc, il y a de la marge, il y a des chances parce que le pays comprend ce qu'il faut faire pour améliorer la situation. Mais nous devons tous contribuer au même projet. Et donc, il faut que l'offre et la demande politique puissent être plus ou moins convergentes pour faire en sorte que l'on puisse enfin cesser ce cercle vicieux où les jeunes sont résignés et qui ne votent plus. Tout d'abord, merci pour votre présence. Je vais peut-être poser la question en italien et après en français. Nous avons parlé de la durée de vie et on a parlé de la qualité de vie. Donc, dans ces années d'incertitude, quelle est d'après vous la priorité pour pouvoir améliorer la qualité de vie? Les politiques abordent plutôt les problèmes globaux. Macron, en France, s'intéresse plus au global qu'autre chose. Il laisse dégrader son pays. Comment peut-on améliorer l'aspect de la qualité de vie en France, en Italie et en Europe dans cette époque d'incertitude? On a parlé de la quantité de vie et après la qualité de vie. Et pour vous, en fait, maintenant avec cette incertitude au monde, spécialement les politiciens qui, au lieu de penser à leur pays, comme Macron maintenant, qui pensent plutôt aux aspects globaux et laissent leur pays en train de, je veux dire, qui sont plus comme avant, quoi. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire en immédiat pour améliorer l'aspect de la qualité de vie en Italie ou en France ou en Europe? La question, elle n'est pas facile. Hein. Oui.
Oui, la question est pas facile. Si on avait la réponse, je pense qu'on serait peut-être pas là. Mais je suis d'accord avec vous, il y a un problème de gouvernance maintenant. Bon, je pense qu'on a un petit problème de communication citoyen-gouvernant. Et c'est ce qui crée beaucoup de crises démocratiques. Pour moi, ce qui serait important de faire, c'est qu'on doit changer, donc on doit s'adapter à cette société vieillissante avec une baisse de la population. On doit adapter nos systèmes à ce changement. Donc, comment l'adapter ? Au niveau social, je pense qu'il y a des leviers qu'on peut utiliser et faire que les parcours de vie, qu'on adapte nos systèmes au parcours de vie et qu'on change ce parcours de vie. Donc, on a besoin d'augmenter l'âge à la retraite, par exemple. C'est clair. On le sait, les politiciens le savent. La France, je pense qu'aussi on le sait en France, mais on ne le fait pas parce que c'est... Évidemment, si je vous dis, voilà, vous travaillez, vous allez vous arrêter dans 2 ans, vous allez vous arrêter dans 10 ans, on n'a pas tout à fait la même perspective. Donc, comment adapter ces parcours de vie pour qu'ils puissent permettre à une population de travailler, à un moment d'avoir des enfants, peut-être de s'arrêter, d'avoir une éducation, de faire un training pour un autre métier, pour pouvoir travailler plus longtemps. Donc adapter, et ça, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent là-dessus, et dans les pays du Nord, on essaye de s'adapter. Mais à mon avis, il faut changer le système. On ne peut pas continuer sur ce système qui est de éducation, travail, retraite à un âge fixe. Et comment convaincre les citoyens de travailler plus longtemps? Il faut que ce soit dans des conditions meilleures. Pour moi, c'est un des leviers. Je ne dis pas que c'est la solution à tout, mais c'est un des leviers. Nous allons prendre maintenant 3 questions. Comme ça, vous pourrez répondre aux 3 questions. Non, mais il y a d'abord la réponse. Salve, buonasera. Ma première question est simple. Vous avez parlé de la qualité et de la quantité, dans ce sens qu'un système basé sur la protection sociale au XXe siècle et sur des jeunes qui étaient nombreux. Mais vous avez affirmé que pour régler ce problème, on pourrait accueillir davantage de femmes dans le marché du travail. Comment peut-on concilier la dénatalité et davantage de femmes qui entrent dans le monde du travail? Cela paraît un paradoxe. Alors là, il faut renoncer à la quantité et miser sur la qualité et accroître la productivité de chaque travailleur, technologie, etc. Merci. Tout d'abord, je tiens à remercier les panélistes pour cet échange très intéressant. Nous sommes en train de vivre chaque jour ce dont vous avez parlé. Le changement démographique en Europe est un véritable défi démocratique. Ma question est la suivante. Comment pouvons-nous intégrer, moi par exemple, je ne suis pas italien ni français, je suis albanais. Je suis venu en Italie et je suis donc un migrant. À la lumière de la situation en Italie, les migrants ont du mal à s'intégrer. Et pas seulement pour des raisons culturelles ou politiques, mais également car très souvent, les immigrés viennent en Italie, ils ont un diplôme, une maîtrise, mais ils veulent travailler mais on leur dit qu'il y a des travaux, des emplois pour les Italiens et des emplois pour les immigrés. Cela, évidemment, n'aide pas la démographie. Comment peut-on mieux intégrer les migrants? Comment pouvons-nous aider la démographie, ce faisant? Parce que tout se tient. Le défi démographique pourrait être réglé en partie en changeant d'approche.
Bonsoir. Je reprends ce que le dernier intervenant vient de dire. Pour moi, le problème est l'attrait du point de vue de la crise démographique que les panélistes ont fort bien expliqué. À mon sens, les systèmes politiques n'ont pas su s'adapter aux changements. Dans un pays comme l'Italie, il faut dire que l'Italie n'est pas un pays attrayant. Nous avons une immigration qui est une immigration de main-d'œuvre, d'ouvriers. Alors, nous sommes en train de reparcourir le modèle des années 50 en Italie. L'immigration interne, les ouvriers, la main-d'œuvre partaient du sud pour aller vers le nord, de la Vénétie vers la Lombardie. Ces mouvements, c'était des mouvements de main-d'œuvre et pas d'intellectuels, alors qu'aujourd'hui, la qualité est assurée par est autre. Le nombre de travailleurs augmente, mais peut-être les rémunérations sont moins importantes que par le passé. Le montant des rémunérations est plus faible que par le passé et cela a un impact sur la protection sociale, sur les services. Je parle pour l'Italie, mais je pense que les problèmes sont tout aussi sérieux dans d'autres pays. Mais à ce problème s'ajoute le fait que nous n'arrivons pas à attirer des intelligences et de la qualité. Les intelligences peut-être arrivent chez nous, mais il faudrait une action politique. Il faudrait donc faire comprendre l'importance de l'approche politique vis-à-vis de ces thèmes. Il faut que l'approche change. Allora, noi è come se ci fosse. Eh bien, quelque part, hein, pour toutes les raisons que nous avons évoquées, je reste en Italie, bien sûr, hein, mais beaucoup de sujets peuvent concerner aussi les autres pays d'Europe. Hein. C'est comme si on s'était concentré sur la défensive, sur la défense. Donc, ce qui marchait au siècle passé, on essaie de le reproduire dans ce siècle. Mais on n'arrive pas à compenser les pertes parce que la situation a changé. Il n'y a pas de main-d'œuvre, eh bien, on va recruter de la main-d'œuvre à bas coût. Il y a beaucoup de jeunes, mais on peut leur offrir des salaires très bas parce qu'en tout cas, ils habitent encore chez leurs parents. Notre système de sécurité sociale ne marche pas. Tant pis, en tout cas, les femmes renoncent à travailler, donc à la limite, hein, on demande aux grand-mères hein, de s'occuper des enfants. Donc, on arrive par tout un tas de moyens différents à compenser les lacunes des services. Nous continuons d'utiliser des systèmes informels dans un monde qui a changé et qu'on n'arrive pas à faire l'adéquation entre les compétences requises et les spécialisations offertes. Comme quoi, les jeunes sont là, mais ils n'arrivent pas à matcher
l'offre des entreprises. Donc, il faut faire en sorte que tous ces aspects liés au potentiel puissent vraiment être exploités de manière cohérente avec les temps modernes. Les bas salaires sont une conséquence de tout ceci. Il faut résister sur le marché en payant des bas salaires au lieu de valoriser le capital humain à travers l'innovation. Donc, on ne rémunère pas bien les jeunes, on ne rémunère pas bien les migrants, on n'investit pas sur l'amélioration des produits et des services parce qu'on veut rester sur le marché. Avec tout un tas de solutions nouvelles qui seraient pourtant disponibles, par exemple au niveau de la multiculturalité. Et donc, on risque d'emprunter un chemin de faible développement. Dans le cadre de ce chemin de faible développement, on n'arrive pas à trouver une solution. Par exemple, avoir des enfants, travailler, avoir des enfants et travailler. On peut le faire dans ce siècle. Au siècle précédent, peut-être il fallait renoncer au boulot si on voulait avoir des enfants, parce qu'il y avait tout un tas de rôles figés dans la société. Si on n'investit pas dans les services pour l'enfance, si on ne proclame pas que ces droits doivent être mis à la disposition de tous les ménages, si on n'investit pas sur un parcours d'éducation et de formation de qualité qui investit dès le départ sur les enfants, eh bien, si on ne fait pas tout ça, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Eh bien, ceux qui travaillent renoncent à avoir d'enfants, ceux qui ont des enfants renoncent à travailler, les femmes, faible valorisation du capital humain des femmes qu'on n'arrive pas à valoriser, et des familles, des ménages qui se contentent de vivre sur la base d'un seul salaire parce qu'on n'arrive pas à concilier le travail et la famille. Et donc, on a là un modèle culturel déséquilibré au point de vue du genre. L'homme travaille et la femme reste au foyer pour s'occuper des enfants. Mais ça ne correspond pas au XXIe siècle. Ça correspond au modèle du XXe siècle qu'on transporte encore dans ce nouveau siècle où nous vivons. Donc, nous devons penser les choses de manière différente. Donc, un jeune qui veut devenir autonome doit attendre l'âge de 30 ans ou peut-il bénéficier de loyers qui lui permettent de quitter sa famille grâce à un salaire approprié? Ça dépend de nos choix, ça dépend des choix du pays. Donc, ça dépend aussi de la possibilité pour les jeunes de disposer de certains outils. Est-ce qu'on est intéressé à l'autonomie des jeunes? Oui ou non? Est-ce qu'on peut accepter l'idée que les jeunes doivent rester chez leurs parents jusqu'à l'âge de 30 ans ou veut-on qu'ils soient les véritables protagonistes de l'histoire du pays? Pensons-nous que les jeunes sont incapables de faire ça ou sommes-nous incapables de leur fournir ces outils? Il en est de même pour les migrants, il en est de même pour les femmes. Si on ne les valorise pas, on les utilise comme des outils sur le marché. Tout ceci nous amène à un modèle qui n'est pas performant et à un modèle qui se dégrade sans cesse. Voilà les chiffres sur la propension des jeunes à partir à l'étranger, donc à émigrer. Selon toi, quelles sont les raisons principales pour lesquelles un jeune de ton pays, l'Italie, mais on a examiné aussi la France, l'Espagne et le Royaume-Uni, devrait-il partir à l'étranger? Meilleure opportunité de travail. Première réponse. Meilleur respect des droits civils et efficacité du système de sécurité sociale. Qualité de vie, qualité du travail.
possibilité de devenir des individus qui peuvent faire bien leur vie, qui peuvent contribuer à l'innovation, à la croissance économique, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire si l'Italie ne donne pas aux jeunes tout ça? Est-ce qu'il faut partir à l'étranger pour chercher tout ça? Donc, nous devons garantir le dynamisme social, considérer la donnée concernant les filles qui est plus élevée que chez les garçons. Donc, ce sont surtout les jeunes filles qui veulent évoluer et vivre dans le 21e siècle. Ils veulent sortir du siècle précédent. Elles veulent faire en sorte que leurs choix puissent être réalisés pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir se réaliser, pour améliorer la société, pour améliorer l'économie, justement parce qu'elles sont placées dans la condition idéale pour contribuer au mieux à la société. Et nous devons essayer de nous efforcer d'atteindre tous ces objectifs. Professeur, voulez-vous réagir? Voulez-vous intervenir? Que professeur Rossina a tout dit. Et oui, moi je pense qu'il faut effectivement qu'on... C'était une phrase, résoudre nos contradictions. Voilà, c'est tout ce dont on a besoin. Merci. Non, j'ai dit oui. Non, c'est ce que je voulais dire, qu'il faut... Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Alessandro a dit, et je pense qu'on a de nombreuses contradictions aujourd'hui dans nos sociétés et qu'il faut qu'on arrive à les résoudre. Et ça touche effectivement le travail des femmes, ça touche le travail des migrants et ça touche les différences intergénérationnelles, intragénérationnelles, l'équité et la justice entre... bon, sans ça, on aura du mal à s'en sortir. Donc je suis d'accord qu'il faut qu'on aille dans le 21e siècle et le 21e siècle est différent du 20e siècle. Ci sono le ultime due domande, mi sembra, vero? In realtà non so se avremo il tempo di dare risposte. Je pense que nous n'avons pas le temps de répondre aux questions. Nous avons commencé avec un certain retard. Alors, plutôt que des questions, je voudrais savoir si les jeunes qui sont ici présents veulent dire quelque chose, pas poser des questions, mais dire quelque chose en guise de conclusion. Parce qu'on n'aura pas le temps d'avoir des réponses. Faccio una domanda molto breve. Je voudrais poser une question à Madame Goujon. Una domanda per lei, perché ha detto che ha incontrato. Vous avez rencontré la vice-présidente de la Commission en Italie. Il y a un mécanisme on établit un lien entre l'âge de départ à la retraite. Nous avons en Autriche un mécanisme tout à fait différent. Est-ce que, au niveau de l'Union européenne, est-ce qu'on peut promulguer un règlement qui oblige les États membres à faire cela? Parce qu'une telle approche permettrait de régler pas mal de problèmes. Donc, le système des retraites, est-ce que cela relève de la compétence de la Commission de l'Union européenne? L'âge de départ à la retraite, c'est les États qui peuvent le faire. La Commission européenne peut effectivement essayer d'influencer les États. Et je pense que quand on montre les statistiques des différences d'âge de départ à la retraite entre les pays, bon, ça crée un certain débat au niveau des pays qui peut effectivement produire des effets, mais ce n'est pas des prérogatives de la Commission européenne. Merci à tous. Merci Madame Goujon, merci Monsieur Rosina, merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci.